Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une conférence sur un peintre qui m'est cher, Théodore Géricault. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi Géricault est un génie qui a révolutionné la peinture, mais je vais aussi essayer de vous expliquer pourquoi il est devenu un mythe romantique. Parce que avant Van Gogh, Géricault est le premier artiste maudit du 19e siècle. Je vais faire un focus sur son œuvre la plus célèbre, le radeau de la Méduse, que vous connaissez certainement. À l'époque où Géricault peint le radeau de la Méduse, il a 27 ans. Sur cette image, vous le voyez à l'âge de 21 ans. À 27 ans, lorsqu'il entame sa peinture du radeau, il revient d'un séjour d'un an en Italie et là-bas, contrairement aux autres artistes français, il s'est affreusement ennuyé. Il faut dire qu'il est pris dans une histoire sentimentale très compliquée, qui est même une véritable tragédie. Je n'ai pas le temps de vous raconter cette histoire aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est que Géricault a vraiment besoin de se changer les idées. Seulement voilà, son état de dépression est tellement profond qu'il ne peut s'intéresser qu'à des sujets très sombres. Et donc, il est interpellé par un fait divers affreux qui a déchaîné un scandale dans la presse, un scandale politique et humain. C'est l'histoire de l'errance désespérée d'un radeau qui a été abandonné en mer après le naufrage d'une frégate, la Méduse, avec 152 personnes à bord, au large du Sénégal, sans voile, sans gouvernail et sans vivres. Ce drame s'est produit en juillet 1816 et personne n'en a encore parlé parce qu'on pensait que tous les passagers étaient morts dans le naufrage de la frégate. Mais coup de théâtre, un an après, deux survivants réapparaissent à Paris, un chirurgien et un géographe, et ils publient un livre qui crée le scandale. Voici ce livre, c'est Le naufrage de la frégate La Méduse par Alexandre Coréard et Henri Savigny. Coréard était ingénieur géographe et Savigny était chirurgien de la marine. Vous voyez, j'ai recopié le titre. Ce titre, c'est donc Naufrage de la frégate La Méduse, faisant partie de l'expédition du Sénégal en 1816, relation contenant les événements qui ont eu lieu sur le radeau, dans le désert de Sahara, admirez la graphie de 1817, à Saint-Louis et au camp de Dakar. C'est comme ça qu'on écrivait Dakar, capitale du Sénégal. Alors si cette histoire vous intéresse, vous pouvez la relire dans une édition moderne, qui est celle de Folio. Elle est assez édifiante. Alors, Géricault a choisi ce sujet, comme je vous l'ai dit, parce qu'il est en accord avec ses idées noires, mais aussi parce qu'il va lui permettre d'exprimer son opposition politique au roi Louis XVIII et son hostilité au retour de la monarchie. Mais surtout, je vais essayer de vous montrer comment la manière dont il traite ce fait divers révolutionne complètement l'histoire de la peinture. Géricault représente la souffrance des naufragés avec un grand souci de vérité et même avec une volonté de déstabiliser le spectateur qui inaugure le romantisme. Géricault a même mis au point des procédés qui vont être repris tout au long du 19e et du 20e siècle par de très nombreux artistes. Voici maintenant le début de l'histoire. Le 17 juin 1816, la belle frégate La Méduse quitte l'île d'Aix pour rejoindre le port de Saint-Louis au Sénégal. C'est une belle frégate moderne à 3 mâts. Elle est très récente, très rapide. Et elle a été armée pour conduire au Sénégal un gouverneur français, des scientifiques, des soldats, des colons. Puisque à la fin de l'Empire, après la chute de Napoléon, eh bien, l'Angleterre rend à la France ses comptoirs au Sénégal. Alors la Méduse est commandée par un noble revenu d'exil qui s'appelle le vicomte Hugues du Roi de Chaumareix. Comme beaucoup de nobles,
Chaumaré a dû émigrer pendant la Révolution pour sauver sa tête. Et puis, en 1815, quand la monarchie est rétablie, après l'effondrement de l'empire de Napoléon, Louis XVIII le rappelle. Il le rétablit dans ses fonctions. Le problème, c'est que entre 1790 et 1815, eh bien, il y a eu 25 ans. Et pendant ces 25 ans, Chaumaré n'a pas navigué de gros bateaux. Mais il est tout de même absolument persuadé d'avoir conservé toutes ses compétences. Et donc, lorsque la Méduse arrive au large de la Mauritanie, Chaumaré décide d'avancer tout droit vers le bas, pour aller plus vite vers le sud, excusez-moi. Il refuse d'écouter l'avis de ses officiers qui connaissent bien la route, eux, et qui lui disent « Attention, ici, il y a des bancs de sable dangereux. » On est dans le golfe d'Arguin. Il y a les bancs d'Arguin qui ensuite ont donné leur nom à une zone près d'Arcachon. Donc, il refuse de les écouter. Il refuse de faire un crochet à l'ouest pour éviter ces bancs de sable. Il décide tout seul, il avance tout droit, et la catastrophe prévue se produit. Le bateau se coince dans le sable. Ou plus exactement, la frégate La Méduse s'échoue dans les bancs d'Arguin, le 2 juillet 1816. Alors on décide l'évacuation, c'est-à-dire qu'on fait monter les naufragés dans des chaloupes et aussi sur un radeau, c'est ce que l'on voit sur cette gravure, mais c'est une gravure qui présente la version officielle du naufrage. Ce qu'elle ne montre pas, c'est l'insuffisance des solutions de secours. Et là, l'histoire de la Méduse annonce celle du Titanic. La frégate transportait 402 personnes et il y avait seulement 6 chaloupes. Chacune des chaloupes offrait 40 places. Si vous comptez, cela fait 240 places. Donc il n'y a pas assez de place à bord des chaloupes. Et tout le monde ne peut pas être sauvé. Qu'est-ce qui va être sauvé? Ce sont les gradés, les riches. Et donc c'est le capitaine et les officiers qui s'emparent des chaloupes et qui d'ailleurs ne les remplissent pas complètement puisqu'ils ne font monter que 233 personnes. 7 places perdues. Et ensuite, ces chaloupes regagnent la terre ferme qui se trouve à 95 km. Que font les 169 naufragés restants? Eh bien, il y en a 17 qui décident de rester sur la frégate parce que c'est plus confortable pour attendre tranquillement les secours. Le problème, c'est que ces secours sont venus très tard et qu'ils n'ont retrouvé que 3 survivants. Les 152 naufragés restants montent sur le radeau qui est tiré par des chaloupes vers la côte. Quand je dis monte, en fait, ils s'entassent. On le voit sur cette image. Le bateau, cette chose-là au milieu, c'est le radeau couvert d'hommes. Alors, qui est-ce qui va sur le radeau? Bien entendu, ce sont ceux qui sont tout en bas de l'échelle sociale, les moins gradés, les marins, mais aussi tous les indésirables dont Louis XVIII voulait se débarrasser et qu'il envoyait habiter le Sénégal. Et il y a parmi ces indésirables beaucoup de soldats de Napoléon. Qui ont fait des expéditions terribles, vous savez, à pied jusqu'en Russie, et donc qui ne sont pas devenus vraiment des âmes tendres. Et en cas de conflit, ces hommes-là n'ont pas peur d'être très violents. Et malheureusement, ils vont avoir l'occasion de le montrer. Comment se présente le radeau sur lequel s'embarquent ces 152 passagers? Eh bien, le voici. Il a été dessiné par Coréard, le géographe, parce que Coréard a voulu se dévouer et monter sur ce radeau avec son compagnon, le chirurgien Savigny. Et donc ensuite, dans son ouvrage qui raconte les faits, il a fait un dessin du radeau. Et ce que nous pouvons voir sur ce dessin, c'est aussi le titre. Voici ce qu'écrit Coréard, je l'ai recopié. Plan du radeau de la Méduse au moment de son abandon. Et il ajoute tout en bas, 150 Français avaient été placés sur cette machine.
15 seulement furent sauvés 13 jours après. Voilà, tout est annoncé. Coréard a arrondi 152 à 150 pour être plus simple. Ce radeau de la Méduse a été reconstitué d'après le plan de Coréard dans la cour du musée de la Marine à Rochefort. Vous pouvez aller le voir, c'est absolument impressionnant. Et puis Rochefort est une très jolie ville. Voici ce radeau. Il a été construit avec les mâts du bateau. Il mesure 20 mètres sur 7, c'est-à-dire 140 mètres carrés. Donc si vous faites le calcul, 140 divisé par 152 personnes, ça fait 0,92 mètres par personne, soit 92 cm² par personne. C'est jouable si c'est temporaire. Le problème, c'est que ça ne l'est pas et que la dérive va durer 13 jours, comme le dit Coréard. Et en plus, sur un bateau, on ne peut pas occuper toute la place. On ne peut pas on peut pas rester sur les bords, sinon on risque de tomber à la mer. Donc on s'entasse au milieu. Mais si on s'entasse au milieu, alors on se dispute, on se bat. Et dans tous les cas, la catastrophe est en germe. Alors sur la reconstitution de Rochefort, on peut voir un détail exact. Ce sont ces barriques. Comme il n'y avait pas beaucoup de trajets pour les naufragés, on avait pris que 5 tonneaux de vin, et puis un peu d'eau douce, et puis quelques biscuits, pensant que ça allait suffire. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, le trajet a duré 13 jours. Sur cette autre vue du radeau, qui se trouve à Rochefort, on peut voir un autre détail. Les planches sont très espacées. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire que l'eau mouille les naufragés. Ça veut dire qu'ils sont complètement trempés, que certains ont carrément les jambes dans la mer, que d'autres ont la moitié du corps dans la mer. C'est absolument insupportable. Et le coup de grâce va être donné par Chaumaré. Chaumaré qui n'arrive pas à manœuvrer ses chaloupes vers la côte en traînant ce très lourd radeau. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il décide de couper les cordes. Donc le radeau, qui n'a ni voile, ni gouvernail, ni ancre, ni boussole, ni carte, reste à la merci des courants et des vents. Les naufragés se disent que si Chaumaré fait ça, c'est parce qu'il va venir les rechercher. Mais non, Chaumaré les a abandonnés. Alors, commence pour les naufragés une dérive de 13 jours, au terme de laquelle, comme l'a dit Coréard, il n'y a que 15 survivants. Voilà la catastrophe que décide de représenter Géricault. En février 1818, il s'achète une immense toile de 35 mètres carrés. Il réalise des dizaines de dessins, des dizaines d'études préparatoires. Et ce que je vous propose, c'est de les observer. C'est de nous appuyer en même temps sur le témoignage des rescapés et nous retracerons ensemble l'histoire terrible de ce naufrage et la genèse de ce tableau hallucinant.